pas la résolution, mais la modélisation, c'est-à-dire comment voyez-vous la modélisation de ce problème pour le résoudre par la suite en utilisant l'algorithme du Q-learning. Voilà. Donc, le monde du Olympus, comment vous allez modéliser ce problème pour pouvoir travailler avec l'algorithme que vous voyez à l'écran. Alors, vous me dites, parce que nous avons besoin, pour travailler, nous avons besoin de définir, première étape, la matrice des récompenses, des rewards. Ensuite, initialiser la Q-table et par la suite, exécuter l'algorithme du Q-learning en choisissant, bien sûr, qu'est-ce qu'on doit choisir au début? Qu'est-ce qu'on choisit? Nous avons un algorithme, on doit le paramétrer pour l'exécuter. Donc, qu'est-ce qu'il faut choisir? Pour exécuter l'algorithme, cet algorithme-là. Bon, ici, nous avons deux boucles imbriquées, à part qu'ici, il y a un certain calcul sur la Q-table. Alors, nous avons besoin de quoi pour calculer, pour faire nos calculs? Vous suivez? Oui, bien sûr. Bon, on va choisir, par exemple, une position initiale, bien sûr. Initialiser S, ça veut dire position initiale, finalement. Après, on commence à réaliser les épisodes. Pour chaque épisode, nous avons une position initiale. Voilà. Donc, nous avons un certain nombre d'épisodes et pour chaque épisode, nous avons un certain nombre d'étapes, de steps. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait configurer ou paramétrer dans l'algorithme pour commencer à travailler avec cet algorithme? Alpha. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alpha et aussi travail. Donc, alpha, nous avons dit que c'est le taux d'apprentissage. Le taux d'apprentissage alpha. Donc, pour le alpha, on peut choisir une valeur entre 0 et 1, bien sûr. C'est le taux d'apprentissage. Donc, la vitesse avec laquelle on veut, c'est-à-dire améliorer notre modèle, qui est la Q-table finalement. Le modèle qu'on va apprendre, c'est la Q-table. Donc, alpha, c'est entre 0 et 1. Ensuite, Gamma. Gamma, voilà. Gamma, c'est quoi? Nous avons dit que le gamma, ça nous donne en quelque sorte l'importance qu'on donne aux étapes du futur. Voilà. Aux récompenses qu'on va avoir dans le futur. Voilà. C'est aussi une valeur entre 0 et 1. Donc, on fait un paramétrage. Bien sûr, pour le choix de alpha, c'est tout un travail. On teste, bien sûr. C'est entre 0 et 1. Donc, si on choisit un alpha trop petit, donc finalement, ça va devenir plus lent, l'apprentissage, parce qu'on va avancer petit à petit. Maintenant, si on donne une valeur grande qui s'approche de 1 pour le alpha, peut-être qu'on va sauter des solutions optimales. Voilà. Donc, on va aller rapidement vers la solution et c'est possible que ce n'est pas la solution optimale. Voilà. Et la même chose pour le gamma, c'est l'importance qu'on donne aux valeurs du futur exprimées ici par les S' à chaque fois, aux états futurs. Donc, une fois qu'on configure ceci, on choisit ceci, nous avons à initialiser notre matrice reward. Alors, notre matrice, elle va être comment? Quelles sont ces lignes et quelles sont ces colonnes pour le monde du Olympus? D'après vous, comment vous allez résoudre ceci? Sachant que nous avons que le Q-learning, c'est une suite, une succession d'étapes. Nous avons des états finalement. Nous avons des états reliés entre eux par des relations de transition. Donc, ça va être la reward matrice, ça va être quoi?
d'après vous? Le passage d'un état I à un état J. Voilà, alors les états, c'est quoi? Par exemple, de l'état 1, on va à la colonne, Voilà, la donc on va case les 1. noter, on va leur donner des noms, par exemple. On va les noter. Par exemple, celui-là, ça va être pour ne pas manipuler trop d'indices, ça va être S0, S1, S2, et ainsi de suite. Donner des noms à nos états. Donc S4 et ainsi de suite. S5, S5, S6, jusqu'à S15, puisqu'on a commencé à 0. Maintenant, si on commence à 1, ça va être jusqu'à S16. Donc ici, jusqu'à S15. Donc voilà nos états. Ensuite, c'est-à-dire c'est les états par lesquels passe notre agent. Notre agent, au début, il est ici, à l'étape 1. Ensuite, la reward. Donc, les lignes de ma matrice, ça va être quoi? La matrice des gains. Ça va être? Ce sera une matrice 16 fois 16, 15 fois 15. Voilà. Donc, non, c'est 16. Donc, si on commence à 0, on va aller jusqu'à 15. Donc, ça va être finalement les états. Nos états de S0, notre matrice de S0, comme ça. Nous avons 16 lignes. 16 lignes. Et nous avons dit que les lignes, c'est les états et les colonnes, ça va être les actions. Et après, pour chaque action, donc ici, je vais mettre comme ça, point, pour dire jusqu'à S15. On aura en tout 16 lignes. Ensuite, nous avons dit que les colonnes, ça va être les actions. Et nous sommes à l'état S0, par exemple, et on exécute l'action 1, ou action 0 par exemple, on aura quel reward? Alors, les actions, ça va être quoi d'après vous? Comment vous allez les modéliser? Comment vous allez représenter ça? Ça va être? Moins 1, moins 10, plus 1000 et Non, moins je ne parle pas des rewards, je parle des actions en haut, les colonnes. On va les représenter comment? On va les appeler comment? Les colonnes, je parle des colonnes. Je reviens vers l'exercice Je reviens ici. Voilà, ici. Par exemple, la matrice... Bon, on revient là, ici. Alors, la matrice reward ici. Pour l'exemple qu'on avait donné la fois passée. Les lignes, nous avons dit que c'est les états. Alors, donc ça, c'est les états. C'est l'état S0, S1, S2 jusqu'à S5. Les colonnes, c'est quoi? Nous avons dit que les colonnes, c'est les actions. Mais pour nous, l'action, ça va être d'aller de 0 à 0. C'est ça, c'est l'action de se déplacer de la case 0 à 0. Donc, c'est ça l'action. Maintenant, ici, c'est l'action d'aller de 0 à 1. Donc, finalement, on peut représenter les actions par les états d'arrivée, en quelque sorte, suite à une action. On peut représenter ceci de cette manière. Oui? Oui? Voilà, donc on peut le faire ici pour le oui, plus la même chose. Donc ça va être pour ici, ça va être, on peut le représenter de cette manière, comme on peut représenter autrement, tout dépend du problème. Donc ici, on peut le faire comme ça, S0, S1, jusqu'à S15. Voilà. Donc ça, c'est les actions et les états possibles. Ensuite, maintenant, comment remplir cette matrice reward? Alors, de S0 à S0, qu'est-ce que vous allez donner comme récompense à votre agent? Il ne gagne rien. On va dire 0. On va dire 0. De S0 à S1,
Moins 1. Donc, c'est un déplacement. Moins 1. Ensuite, bien que de S0, comme ça, 0, le fait de rester, est-ce que c'est... En contine. Ensuite, S5 les autres... moins 0 aussi. S5. Donc, S5. Oui. Qu'est-ce qu'on aura dans S5? Moins 1. Moins 1 aussi. Voilà. Les autres? Est-ce qu'on va mettre 0? Est-ce que c'est logique de mettre 0? C'est logique. Par exemple, de S0 à S0. Ici. Le fait de rester une étape, une autre étape, dans le même état. On est en train de perdre du temps ici. Donc, on peut se dire, on est libre de modéliser notre problème. Donc, on peut sanctionner le fait de, après une étape, un temps, vous restez dans la même cellule. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et donc, dans ce cas-là, vous perdez du temps. On peut sanctionner. Parce que le fait de se déplacer déjà, moins 1, on est en train de donner de l'importance au déplacement, c'est-à-dire au temps finalement. Oui ou non? Le fait de dire d'aller d'une cellule à une autre, c'est moins 1. On est en train de sanctionner le fait qu'à chaque fois, quand on se déplace, on sanctionne, c'est une sanction. Oui ou non? Moins 1. C'est un pas en plus. Et donc, le fait de rester, est-ce qu'on sanctionne, oui ou non? D'après vous, hein, pour rester logique dans la modélisation. Oui, on peut sanctionner, c'est-à-dire le fait de rester dans la même cellule. On est libre hein, de modéliser notre problème. On peut faire, par exemple, faire moins 2. Rester dans la même cellule. Après une étape de temps, on ne fait rien. On peut faire moins 2, par exemple. C'est juste pour vous dire que c'est une modélisation, c'est à la personne qui est en train de résoudre le problème qui donne des récompenses, qui juge que, voilà, le fait de rester dans le même état, je peux sanctionner. Plus que le fait de se déplacer, parce que le fait de se déplacer, ça veut dire que finalement, il est en train d'évoluer, d'avancer vers le but. Mais le fait de rester, après une étape de temps, dans la même cellule, c'est une perte de temps, pour rien. Donc, on peut mettre, par exemple, moins 2. Ensuite, c'est un choix qu'on fait. Ensuite, alors, comment remplir? Alors, comment remplir, par exemple, la ligne S1? Par exemple, comment vous allez remplir ceci? C'est à vous de me dire. Pour cette configuration, hein, pour cette configuration, vous voyez? Supposons qu'on est dans S1. Supposons qu'on est dans S1 et on veut aller vers S2. Quelle sera la récompense? On aura moins 1000. Voilà. Donc, de S1 à S2, il sera sanctionné. C'est un puits. Donc, moins 1000. Moins 1000. Il meurt d'ailleurs. Notre agent meurt. Mais supposons qu'il ne meurt pas. Supposons. Hein. Donc, on peut avancer. Parce que s'il meurt, ça veut dire que finalement, on arrête l'épisode. Hein. On arrête l'épisode s'il meurt. Et on commence un nouveau épisode. Mais maintenant, on suppose qu'il ne meurt pas, mais il aura une sanction de moins 1000. Dans ce cas-là, ça va être moins 1000. Ensuite, par exemple, de S, ça c'est S5. De S5, 6, 7, 8, et ça c'est 9. Donc, de S5 à S9, ça va être une récompense de S5
à S9. S9 là où il y a C'est le... pas moins 1000 aussi. Voilà, donc c'est moins... Donc de Moins S... 1000 si on n'a pas tiré de flèche. Oui, voilà. Donc ici, donc S... Attends, on ne devrait pas ajouter un état pour dire est-ce qu'on a tiré la flèche ou on n'a pas encore tiré la flèche. Parce qu'on peut être dans l'état S5. Comment peut-on représenter ceci? Alors, comment peut-on représenter ceci? On ajoute un état. Alors, est-ce que c'est un état? Est-ce que tirer la flèche, est-ce que c'est un état? C'est une action. Où est-ce qu'on va la mettre? Mais après avoir effectué l'action, l'agent sera dans un autre état. Donc, par exemple. Non, tirer la flèche ne veut pas dire que forcément il va aller vers un autre état. Nous avons dit que la flèche, il peut la tirer de la cellule là où il est. Donc, il ne fait que ça. Il tire la flèche. Après, il entend un cri. Le cri du puce au cas où il reçoit la flèche. Et donc, comment peut-on faire la flèche, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la flèche maintenant? Non, non, non. Tirer la flèche, c'est quoi? C'est à vous de me dire. Tirer la flèche, c'est une? Alors, les actions, où est-ce qu'on les a représentées au niveau de la matrice reward? Où est-ce qu'on les a représentées? Alors, c'est ici. Nous avons dit que ici, on a mis les états, les lignes. Les lignes, c'est les états possibles. Et les états possibles pour le Wimpus ici, c'est seulement les 16 états, les 16 états, les 16 cellules. Maintenant, pour les actions, nous avons dit que ça, c'est le fait de se déplacer de S0 vers S1. Ça, c'est une action maintenant. Celle-là. J'ai un problème avec la souris. Donc, celle-là. Le fait de dire S0 ici, c'est l'action d'aller de S0 vers S0, c'est-à-dire finalement rester dans la même cellule. S0 vers cela veut dire c'est le fait d'aller de S0 à S1. Maintenant, le fait de tirer la flèche, nous avons dit que tirer la flèche, donc il va faire il sera ici, il tire la flèche, donc il décide de tirer la flèche, et donc ça va être quelle action? À quel niveau? Où est-ce qu'on va mettre tirer la flèche, par exemple? Pour ne pas ignorer cette action-là. Oui? Qu'est-ce qui interdit d'ajouter une colonne pour le tirer flèche? Et donc, ça va être flèche, on va dire flèche. Ceci, je suis à l'état S0, je tire la flèche. Bien sûr, l'état résultant, ça va être, c'est-à-dire l'état après l'action, ça va être toujours l'état S0. Je reste dans l'état S0. Je ne vais pas me déplacer, mais je vais seulement tirer la flèche et j'aurai un reward de combien? De moins 10. Moins 10, par exemple, pour tirer la flèche. L'essentiel, c'est que au niveau des lignes, ça va être tous les états possibles. Au niveau des colonnes, ça va être toutes les actions possibles. Et par la suite, je remplis ma matrice avec les gains. Bien sûr, ici, ça va être pour une configuration donnée. C'est-à-dire, si je change la configuration, automatiquement, ma matrice de reward va changer. Parce que tout dépend de l'environnement. Nous avons dit que reward, c'est les récompenses ou les pénalisations de l'environnement. Donc ici, ça va être une matrice pour une configuration bien précise. Et je remplis tous les rewards de ma matrice. Par exemple, si je suis dans S0 et je vais aller vers S15, par exemple. Alors, c'est à vous. Je suis dans S0 et je vais aller vers S15. Bien sûr, une action. Alors, S0, S15. C'est un déplacement impossible.
de façon Impossible. directe. Alors ici, puisque c'est un déplacement impossible, qu'est-ce que vous allez faire dans votre programme? Est-ce que vous allez sanctionner ou bien interdire l'action? Vous êtes libre, parce que finalement, c'est un... Hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, vous allez interdire, par exemple, ici, dans la suite des actions, suppose, parce qu'ici, on va choisir le max. Hein. Parmi les actions qu'on choisit, le S', on ne va pas choisir les actions pour lesquelles, les actions impossibles. On va choisir que les actions possibles. Par exemple, ici, au niveau de la formule, on travaille normalement notre algorithme, mais quand on choisit le S', ça va être le max, mais on ne choisit pas, bien sûr, les états impossibles, par exemple. Comme on peut, une autre personne, un autre étudiant, non, il va dire, par exemple, c'est parce que ici, regardez ici, je reviens vers l'exemple de la fois passée, ici, le fait d'aller de 0 à 1, c'est un état impossible. Hein. De 0 à 1, ce n'est pas possible. Mais on a décidé, je reviens vers la modélisation qu'on a fait, on a décidé de mettre moins 1. C'est une sanction. Le fait d'aller vers une cellule interdite. C'est une sanction, quelque chose. Ce n'est pas possible. Donc, c'est un choix qu'on a fait, moins 1. Mais soit on ne choisit pas l'action, on va dire que c'est une action interdite, donc on ne va pas la choisir au niveau des choix de l'état suivant, soit on va sanctionner, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, si on revient vers le Wimpus, au lieu de moins 1, puisque c'est un état impossible, je vais dire moins 2000, par exemple. Et puisque je vais faire moins 2000, donc automatiquement, quand on va faire les différents épisodes et les différentes étapes dans l'épisode, on ne va pas tomber dans une solution optimale avec cet état-là. C'est-à-dire que cet état-là ne va pas être dans la solution optimale, c'est sûr, parce que c'est une sanction très élevée, par exemple, moins 2000. Si je passe d'un état vers un autre état qui est impossible, je peux faire, par exemple, moins 2000. C'est un choix. Vous voyez un petit peu, je parle de la modélisation. Oui. Voilà. Maintenant, pour Qtable, c'est en utilisant la formule seulement. C'est-à-dire à chaque étape, on applique notre formule. Donc, Qtable, on va l'initialiser au début, par exemple. Nous avons dit, par exemple, là, ça va être des zéros partout. Des zéros. Et après, on la met à jour à chaque fois. Et après un certain nombre d'itérations, donc après l'apprentissage finalement, on aura des valeurs au niveau de notre Qtable. Et donc finalement, c'est-à-dire la solution, bien le chemin qui nous mène vers l'or, ça va être le chemin qui a les meilleures valeurs de la Qtable, bien sûr, les QSA. C'est-à-dire, supposons ici, nous avons une certaine valeur, ici une certaine valeur. Donc, le chemin, à la fin, après un certain nombre d'épisodes, d'itérations, donc ça va être la valeur max. La valeur max ici. Par exemple, la valeur max ici, c'est celle-là. Donc, on va aller de S0 vers S, supposons que la valeur max ici, ça va nous donner S2. Par exemple, là, c'est la S2. Ensuite, de S1 vers une autre, la valeur max, c'est S3 par exemple, et ainsi de suite, on choisit toutes les valeurs max, et c'est ça finalement le chemin optimal pour aller vers l'or, par exemple, ramener l'or. C'est clair pour le processus? Oui? L'objectif, non, ce n'est pas de tuer le Wimpus. Pour ce jeu-là, l'objectif, ce n'est pas de tuer le Wimpus, c'est de ramener l'or. C'est de ramener l'or. Maintenant, s'il trouve dans son chemin le Wimpus, il est obligé de le tuer ou changer de chemin. Ou changer. C'est un jeu finalement. Donc, dans le calcul du chemin le plus optimal, est-ce qu'on prend en compte le chemin de retour? Bon, si on veut ramener l'or, c'est-à-dire revenir à l'état. Donc ici, c'est l'apprentissage, c'est d'aller, par exemple, on va le faire vers l'or. Vers l'or. C'est ça. On peut faire une autre procédure pour le retour, parce que le retour, ça veut dire revenir sans être tué par le Wimpus et sans tomber aussi dans les puits. Et donc maintenant, soit, c'est à vous de faire la solution par la suite, c'est-à-dire soit vous gardez l'historique de votre chemin,
C'est-à-dire, vous gardez l'historique du chemin parce que vous avez trouvé le chemin optimal. Gardez l'historique et on suppose que si on a obtenu le chemin optimal, cela veut dire que c'est un chemin qui ne contient ni puits ni une puce. C'est supposé. C'est-à-dire, on fait bien notre matrice reward. Si on fait bien notre matrice reward, normalement, on ne doit pas trouver un chemin optimal avec un puits. Vous êtes d'accord? Oui. Oui? Oui. Non. C'est-à-dire, soit vous avez trouvé votre chemin. Vous avez trouvé votre chemin. Et puisque vous l'avez trouvé, cela veut dire que c'est un chemin qui est safe. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas de puits dans ce chemin, il n'y a pas de Wimpus, donc on peut revenir dans le même chemin, ici. Dans le même chemin, revenir vers l'état initial. C'est-à-dire, je suis passé, par exemple, je suis passé de S0 vers S1, ensuite S6, ensuite c'est combien ici? C'est S10. Je reviens S10, je sauvegarde le chemin de retour. Ou bien on peut tuer le Wimpus juste avant de chercher l'or. Donc là, vous êtes libre pour vos stratégies. Mais l'objectif du jeu, ce n'est pas de tuer le Wimpus, mais de ramener l'or. C'est ça l'objectif. Le Wimpus, c'est un obstacle finalement. C'est un obstacle. Et on doit, c'est-à-dire, passer au-dessus de cet obstacle, soit le tuer, soit changer de chemin pour ne pas tomber dans le. Si on fait une bonne matrice reward, etc., on fait de l'apprentissage, normalement, ça nous donne le meilleur chemin et on peut garder le chemin et revenir. C'est clair? Mais finalement, c'est un jeu. Chacun peut le résoudre de sa. Déjà, l'outil qu'on peut utiliser n'est pas forcément le même. C'est-à-dire, on peut utiliser ici l'apprentissage, comme on peut utiliser la logique, comme on l'a fait la fois passée. On peut utiliser plusieurs types. Le Wimpus, si vous allez chercher cet exemple-là, vous allez la résolution avec différents algorithmes. Différents algorithmes. Et différentes approches. C'est bon? Voilà. Donc, ça, c'est juste pour vous donner une idée, c'est-à-dire qu'on peut appliquer l'apprentissage par renforcement même pour le monde du Wimpus. Hein. C'est-à-dire on peut appliquer n'importe quel problème. Donc, ça, c'est concernant le cours. Maintenant, on va revenir vers le TD. Je vous ai envoyé la série. Alors, ici. L'exercice 1, c'est donc la série. Je vous ai envoyé la série 1. Oui? Normalement, je vous ai envoyé la série, l'exercice, la série TD. Oui? Je l'ai envoyé. Normalement, je l'ai envoyé. Alors, c'est TD, donc c'est la série TD2, parce que la TD1, c'était les systèmes experts. Oui, madame, je viens de vérifier. Voilà. Donc ça, pour cet exercice, bon, exercice 1, c'est un petit peu revenir au cours. Donc, donner les deux catégories d'agents et leurs caractéristiques. Ensuite, deuxième question, donner les types d'agents et leurs caractéristiques. Et après, la troisième question, donner le modèle PEAS d'un chatbot. Donc, première question, donner les deux catégories d'agents et leurs caractéristiques. Les catégories qu'on a vues. Nous avons vu les types d'agents. Oui, les catégories, c'est agent réactif, agent. Alors, les catégories. Oui. Donc, pour les catégories, je vous ai dit l'école, disons, l'école française, c'est-à-dire les premiers qui ont travaillé, parmi les Français qui ont travaillé sur les systèmes multi-agents, ils ont proposé une classification. Cette classification, c'est réactif, cognitif. Donc, deux catégories. Et nous avons dit que pour les réactifs, c'est des agents simples.
C'est des agents, finalement, c'est des simples réflexes. C'est des agents simples. Alors que les cognitifs, nous avons dit que l'agent cognitif, déjà, le mot cognitif, ça vient de connaissance. Et le fait de dire que c'est un agent qui manipule, qui a de la connaissance, qui est basé sur la connaissance, ça veut dire soit il est dans le premier type, le deuxième type, donc le deuxième type, soit il a de la connaissance sous forme d'historique, donc c'est les états passés ainsi que les états de l'environnement, l'historique de ses actions et l'historique de l'environnement. Cognitif, ça peut être plus évolué, il n'y a pas que l'historique, mais il y a aussi les buts explicites, etc. Et ça peut être aussi avec utilité. Avec utilité, c'est-à-dire il essaie d'améliorer la qualité de la solution et pas seulement d'arriver au but. Parce que les agents à but sont des agents qui cherchent à arriver au but en exploitant possiblement l'historique. Mais les agents à utilité, c'est qu'on cherche à améliorer la qualité de la solution. Tout ça, je vous ai dit que les différents types d'agents et leurs caractéristiques, alors si on revient vers les types, je vous ai dit les types, c'est disons l'école américaine. Et ils ont proposé combien de types? Les types d'agents? Oui, lesquels? Simple réflexe, oui. À état interne, c'est-à-dire qu'il y a une certaine mémoire, qu'il y a l'historique. À état interne, ensuite. Ensuite, troisième? Non, non. But. Les quatre types, plus le cinquième, nous avons dit le but et aussi l'agent à utilité. Utilité. C'est ça les types d'agents. C'est simple réflexe, à état, à but, à utilité. Et nous avons dit que ces quatre-là, ces quatre types peuvent être évolués vers des agents apprenants. Voilà. C'est-à-dire on peut ajouter un module d'apprentissage au niveau de notre agent, même s'il est simple réflexe. Donc, ils deviennent apprenants. Donc, c'est des agents apprenants. Donc, nous avons dit, pour les deux catégories d'agents, c'est finalement deux grandes classes d'agents, de grands types d'agents. C'est l'agent simple réflexe ou l'agent réactif et les agents cognitifs. Les agents cognitifs, c'est finalement, si on revient vers l'école américaine, c'est quoi? C'est cela. Un agent cognitif, il peut être soit un agent à état interne, soit un agent à but, soit un agent à utilité. Donc, vous voyez entre les deux classifications. Oui? Voilà. Donc, cognitif vient du mot connaissance. Et quand on dit connaissance, ça veut dire que c'est un agent qui exploite l'historique, qui a des buts bien précis, avec des algorithmes d'exploration, etc., ou bien de planification. Et aussi, ça peut être un agent avec utilité, donc il améliore la qualité de solutions recherchées. Nous avons donné l'exemple, par exemple, un agent à but. Nous avons dit que c'est un agent qui peut sortir de n'importe quel labyrinthe. Maintenant, avec utilité, c'est que de choisir le plus court chemin, par exemple. Et nous avons dit que les quatre agents, bien sûr, ces quatre-là, pour l'école américaine, donc les quatre types d'agents, on peut les faire évoluer pour devenir des agents apprenants. Maintenant, pour réactif, si on revient vers les caractéristiques, un agent réactif, nous avons dit, c'est un agent qui est simple, qui a un comportement du type stimulus-action, c'est-à-dire il perçoit quelque chose, il réagit selon sa base de règles. Et nous avons dit aussi qu'il n'a pas une vue sur quoi? L'agent réactif.
Donc ici, son comportement est simple, du type stimulus-action. Stimulus, ça veut dire qu'il perçoit quelque chose et il réagit. Action. Ça, c'est une caractéristique des agents réactifs. L'autre caractéristique des agents réactifs, c'est quoi? N'ont pas accès à tout l'environnement. Oui, oui, c'est-à-dire que finalement, l'environnement qu'ils voient, c'est bien le voisinage, proche, très proche, local. Donc, ils n'ont pas une vue globale, une vue de l'environnement. Pas de vue, il n'a pas une idée sur l'environnement, comment il est. À part que c'est juste le voisinage. Par exemple, s'il est dans une grille ou bien un labyrinthe, c'est juste les cellules à côté, seulement. Voilà. Vers lesquelles il peut se déplacer et voir qu'est-ce qu'il y a. Donc, pas de vue sur l'environnement. Et qu'est-ce que nous avons dit parmi les caractéristiques qui sont importantes au niveau des agents réactifs? C'est quoi? C'est qu'un ensemble ou un groupe d'agents réactifs, si on les regroupe pour réaliser une tâche bien précise, un travail bien précis, c'est possible que ce groupe-là d'agents peut donner un comportement intelligent. Mais c'est un comportement qui émerge. Donc, un comportement intelligent, mais en utilisant un groupe d'agents réactifs, c'est-à-dire groupe d'agents réactifs ou un ensemble d'agents réactifs qui travaillent pour résoudre un problème donné. Donc, c'est possible qu'il y aura émergence d'un comportement intelligent. Par exemple, l'exemple que je vous ai donné, c'est lequel? Pour les agents réactifs? Oui, les colonies de fourmis. Là où, c'est-à-dire si on prend un agent seul, il n'est pas intelligent. Seul, c'est juste un agent réactif. C'est-à-dire, il perçoit l'environnement, il fait un certain traitement ou une certaine action. Mais si on regroupe, on peut avoir des comportements très intelligents, comme par exemple les colonies de fourmis, les abeilles, les éléphants, les oiseaux, tous en s'inspirant de la vie biologique, voilà, tout ce qui est biologique. Donc, les colonies de fourmis sont un exemple très connu pour ce type d'agents, les agents réactifs. Maintenant, pour les agents cognitifs, alors, quelles sont les caractéristiques de ces agents? Donc, c'est le contraire. Ils manipulent des bases de connaissances. Voilà, donc ils ont des bases de connaissances et aussi, puisque ceux-là, c'est le contraire, puisque ceux-là, les agents réactifs, ils ont un comportement simple du type stimulus-action, c'est-à-dire qu'ils perçoivent quelque chose, donc finalement c'est des règles, si condition, alors action. Alors que ici, ce n'est pas seulement ça, mais il peut faire du raisonnement plus complexe, c'est-à-dire il fait un certain raisonnement sur ses perceptions pour pouvoir agir par la suite, un raisonnement de la planification, etc. Donc, il peut travailler, faire un raisonnement plus évolué que le simple stimulus-action. Pour l'environnement, c'est le contraire de ça. Donc, soit il a une vue partielle de l'environnement, ou bien globale. Donc, vue partielle de l'environnement, ou bien globale, ou bien une vue globale. Il a tout l'environnement devant lui. Après, il raisonne sur la base de cet environnement, sur toutes les données de l'environnement. Voilà. Et ici, au lieu d'avoir un groupe, généralement, quand on travaille avec les agents réactifs, le nombre d'agents réactifs peut être grand pour aboutir à un comportement émergent intelligent. Mais pour les agents cognitifs, pas forcément. On peut avoir un nombre réduit d'agents. Par exemple, cet agent, il fait une certaine tâche intelligente, il passe le travail à un autre agent, c'est possible qu'ils travaillent ensemble pour aller vers un autre agent, ensuite pour aller vers une autre tâche. Le nombre d'agents cognitifs, généralement, si on travaille avec les agents cognitifs seulement, ça va être des agents, le nombre est réduit.
c'est un petit nombre d'agents, et chaque agent, il fait un certain travail, soit en coopération, soit c'est de la compétition, etc. Tout dépend du problème. Est-ce que c'est une problématique de coopération qu'on est en train de résoudre ou bien de compétition entre les agents? Donc ici, le nombre est très grand, le nombre d'agents dans un système d'agents réactifs, le nombre d'agents réactifs peut être grand pour aboutir à un comportement intelligent. Alors que pour les agents cognitifs, ça peut être un nombre réduit. 3, 4 agents, 5 agents peuvent résoudre un problème parce que chaque agent pris indépendamment des autres, c'est un agent cognitif, donc il a des capacités de décision, de raisonnement, de planification, etc. En plus de ses capacités de traitement des informations provenant de ses interactions avec les autres agents. Donc, finalement, disons, c'est le contraire des agents réactifs. C'est clair pour ça. Donc, ça, c'est juste un rappel de ce qu'on avait vu en cours. Les caractéristiques, bien sûr, des types d'agents, bien sûr, on les a déjà expliqués. Simple réflexe, il a une base de règles seulement. Historique à état, ça veut dire qu'il a un certain historique de son état, de ses actions et de l'environnement. Avec utilité, nous avons avec but. Ça veut dire qu'il a des buts explicites, donc c'est possible qu'on change le but et c'est possible qu'il arrive. C'est-à-dire qu'on peut changer la configuration de par exemple pour le labyrinthe, et il aboutit toujours au but. Avec utilité, ça veut dire que finalement, on prend en considération la qualité de la solution. Ça, c'est concernant les catégories et les types d'agents. Maintenant, on revient à la question 3, c'est donner le modèle PEAS d'un chatbot. Alors, chatbot, c'est quoi? C'est un logiciel qu'on trouve, ça peut être, par exemple, dans un site d'une entreprise. Donc, nous avons un site, je vais effacer tout ça, supprimer. Donc, nous avons un site d'une entreprise et nous avons dans ce site une partie chatbot. Voilà, comme ça. Donc, ça, c'est une entreprise, peu importe quelle entreprise, de vente de produits, une entreprise elle a un site et elle a un chatbot pour le chat, c'est-à-dire la discussion avec ses clients, bien sûr. Donc, il est utilisé dans un but commercial, marketing, etc. Donc, nous avons le chatbot, la personne ou le client potentiel, il introduit sa question, il pose sa question et le système va lui répondre. Voilà. Donc, c'est du chat, c'est une discussion où on aura des questions posées par une personne. Donc, c'est une personne réelle, c'est-à-dire c'est un humain. Et le chatbot il va donner des réponses aux questions. Ça peut être des questions, ça peut être des demandes d'informations. L'essentiel, quand il y a un message introduit par l'utilisateur, il aura une réponse automatique à partir du chatbot. Dans ce cas-là, notre chatbot, c'est un agent. C'est un agent introduit au niveau du site de l'entreprise, donc qui permet de réaliser des discussions avec les différents clients potentiels. Alors, quel est le modèle PEAS pour ce type de logiciel? C'est un logiciel finalement qui répond automatiquement à l'utilisateur, au client potentiel. Un client, il pose des questions à l'entreprise, vous vendez tel produit, quelles sont les couleurs que vous avez, quels sont les modèles que vous avez, quel est le prix, etc. Donc, il pose un certain nombre de questions, peu importe la question, mais il faut que la question rentre, ou bien la discussion rentre dans un cadre bien précis, qui est le domaine de l'entreprise. C'est-à-dire, on ne va pas répondre à n'importe quelle question pour ce chatbot-là. Donc, on le prépare pour répondre à des questions qui rentrent dans le domaine d'activité de l'entreprise. Alors, quel est le modèle PEAS pour ce chatbot? On commence par la performance. D'après vous, quelles sont les mesures de performance qu'on peut utiliser pour juger que ce chatbot est performant?
Oui, oui, c'est-à-dire la pertinence de la réponse. Donc finalement, voir la qualité de la réponse, c'est-à-dire est-ce que sa réponse, oui, on peut la qualité ou pertinence des réponses, etc. Donc la qualité des réponses, c'est-à dire est-ce que la réponse qu'il donne est vraiment la bonne réponse concernant la question qui a été posée, ou bien est-ce qu'elle est hors sujet? Donc qualité des réponses, oui. Quelles sont les mesures qu'on peut utiliser pour dire que voilà, notre chatbot, il est bon, il est performant? Alors, oui, la rapidité. C'est-à-dire, il ne reste pas une demi-heure pour répondre à une question. C'est-à-dire, s'il est lent, ce n'est pas intéressant. Rapidité. C'est l'une des mesures de performance qu'on peut exploiter pour dire, voilà, notre chatbot est bon. Ensuite, il faut que ça soit, c'est-à-dire, il ne faut pas sortir du sujet. Sortir du sujet. C'est possible qu'il donne une réponse qui est bonne, etc., etc., mais il ne faut pas qu'il sorte du sujet. C'est-à-dire que ne pas, la personne, elle pose une question et l'autre lui répond avec une réponse. En qualité de réponse, elle est bonne, c'est-à-dire que c'est une réponse qui est bonne, qui peut, mais elle est hors contexte. Hors contexte, quand on parle de contexte question. Hein. Voilà. Donc, il faut que ça soit, il ne faut pas qu'elle soit hors du contexte ou bien du sujet de discussion. Voilà. Donc, il faut que ça rentre dans le sujet de discussion. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Là, oui, 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 dans le sens, par exemple, quand on dit disponibilité, ça veut dire 24 sur 24, 24 sur 24, 7 sur 7. Hein. Dans le sens que, par exemple, une personne qui se connecte, je ne sais pas, à minuit ou bien à 1 heure du matin, on ne va pas lui dire que l'agent n'est pas actif, par exemple. Hein. Donc, à n'importe quel moment, une personne pose sa question, normalement, elle doit trouver le site disponible et l'agent lui-même, le chatbot, disponible. Donc, vous voyez, donc finalement, les mesures de performance, la performance d'un agent, c'est des mesures qu'on choisit et qu'on juge qu'elles sont importantes et prioritaires pour dire que voilà, notre agent est performant. Voilà. Donc, c'est ça les mesures de performance. Maintenant, l'environnement. L'environnement de notre modèle, de notre chatbot, de notre logiciel ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme point au niveau de l'environnement? L'environnement, c'est l'utilisateur et son modèle. C'est quoi le modèle de l'utilisateur, par exemple? Quel type d'utilisateur j'ai à faire? C'est-à-dire si j'ai le modèle de l'utilisateur parce qu'il s'est connecté, s'il y aura un chatbot, donc on suppose par exemple qu'il se connecte avec un user, etc. Donc si c'est un client potentiel, voilà. Si c'est un, je ne sais pas, un fournisseur, par exemple, voilà le modèle de l'utilisateur et je vais exploiter ceci quand je travaille. Je prends en considération le profil, en quelque sorte, le profil de l'utilisateur. Voilà. Donc, ça fait partie de l'environnement. L'utilisateur lui-même, ça fait partie de l'environnement aussi.
Qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau de l'environnement de notre chatbot? Alors, qu'est-ce qu'on peut? C'est tout, oui. Bon, on peut, c'est-à-dire l'agent, il peut exploiter. Supposons que dans ce site-là, parce que c'est le site de l'entreprise, hein, c'est le site